France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ici l'Europe. C'est sur RFI et France 24 et à Paris que nous recevons aujourd'hui notre grand invité. Cette semaine en Europe, nous l'abordons du point de vue de la péninsule ibérique et de l'Espagne plus particulièrement, qui sera peut-être bientôt le dernier grand pays européen social-démocrate. Et à ce titre, a des politiques très différentes sur les questions de migration, mais aussi sur le Proche et Moyen-Orient. Nous allons en parler tout de suite avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares. Merci d'être avec nous. Alors, l'Espagne, 49 millions d'habitants, un grand pays européen avec des positions singulières sur plusieurs dossiers. Alors on commence par un dossier qui divise particulièrement les Européens en ce moment, les accords entre l'Union européenne et le Mercosur. On comprend que vous avez des liens bien sûr historiques forts, vous les Espagnols, avec l'Amérique latine. Mais pourquoi jugez-vous que ce traité de libre-échange signé par la présidente Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, est si indispensable ? Tout d'abord, je ne trouve pas que ça divise les Européens. Une large majorité des pays européens, nous sommes en faveur, et même très en faveur du Mercosur, qui va donner lieu au plus grand marché de libre-échange sur la planète. 700 millions de personnes vont bénéficier. C'est mutuellement bénéfique pour l'Amérique latine et pour l'Europe. Mais pour nous, les Européens, les bénéfices sont beaucoup plus larges que les inconvénients qui peuvent être très facilement nuancés par des mesures que la Commission elle-même peut prendre. Mais ce qui est très important, c'est qu'en ce moment où il y a la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, où nous avons besoin d'amis, de partenaires, d'alliés dans le monde, l'Amérique latine est la région la plus eurocompatible de la planète. Donc, géostratégiquement, vous dites c'est pour des raisons géopolitiques aussi. Pour des raisons géopolitiques. Parce que pour nous, les Européens, le Mercosur est seulement un accord commercial. Mais pour l'Amérique latine, c'est un accord commercial, bien sûr, mais surtout, c'est le signe de l'engagement politique que l'Europe veut donner à l'Amérique latine. Et je vous dis, l'Amérique latine aujourd'hui, il a d'autres partenaires, avec d'autres agendas. Et si la Chine en particulier. Et si on ne les tend pas la main, ils vont se retourner vers d'autres partenaires. Alors, l'accord permet à l'Union européenne d'exporter plus facilement ses voitures, ses machines, ses produits pharmaceutiques, ce qui intéresse beaucoup les Allemands d'ailleurs. Il permet aux pays sud-américains d'écouler de la viande, du sucre, du riz, du miel, du soja. Mais que répondez-vous aux nombreuses ONG estimant que les normes environnementales de ces pays sont plus faibles et que tout cela se fait au prix d'une accélération de la déforestation en Amazonie ? Qu'il y a eu déjà des mesures qui sont installées dans les traités du Mercosur pour être sûr que les accords de Paris, que la biodiversité vont être mieux respectés par nos amis de l'Amérique latine. Mais le président Macron dit le contraire et s'en inquiète. En dehors du Mercosur, s'ils vont dans d'autres pays qui n'attendent que ça, là, il n'aura pas certainement le respect des clauses qui sont dans les traités du Mercosur. Alors, si ce qui nous inquiète, c'est la biodiversité, l'environnement, l'Amérique latine est mieux avec nous, mais avec d'autres pays qui ne posent pas de questions et n'ont pas un agenda vert. Votre pays, l'Espagne, qui vient de subir les effets du réchauffement avec de grandes inondations dans la région de Valence. Votre Premier ministre Pedro Sánchez a pâti d'une polémique déclenchée sur ces terribles inondations. Et d'ailleurs, il y a eu aussi des difficultés pour la future commissaire en charge du climat, Teresa Ribera, qui a été un peu chahutée lors de ses auditions sur le thème de la responsabilité. Vous répondez quoi ? Écoutez, je trouve assez lamentable que les partis populaires espagnols essayent de prendre de la désinformation et des débats qui doivent avoir lieu à l'intérieur du Parlement espagnol, qu'ils essayent de les exporter vers les parlements européens. Et je regrette très profondément, comme ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Union européenne de l'Espagne, mais aussi comme citoyen espagnol, que les partis populaires espagnols, pour la première fois, aient voté non seulement
contre la commissaire espagnole qui va être vice-présidente première. Jamais l'Espagne a eu un poste de cette taille en Europe, mais contre la Commission tout entière à un moment donné où l'Europe a besoin d'une Commission forte, active, et qui va faire entendre sa voix dans le monde. Pedro Sánchez, votre Premier ministre socialiste, il a été reconduit d'ailleurs à la tête du parti. Il est quand même affaibli du fait que son gouvernement, qui est formé, donc, on le disait, du Parti socialiste espagnol et de la gauche radicale Sumar, ne dispose pas d'une majorité absolue au Parlement, où il dépend du soutien de petits partis indépendantistes basques et catalans. Et puis, le pays a déjà tourné une année sans loi de finances. Alors nous, ça nous inquiète beaucoup, cette situation en France. Mais vous avez l'air de vous en satisfaire? Écoutez, depuis le début, on a été un gouvernement minoritaire avec des appuis parlementaires, par contre, très très forts. Et les Espagnols, chaque fois qu'on les appelait à voter, ils ont renouvelé la confiance dans le gouvernement actuel et dans Pedro Sánchez comme président. Pourquoi? Parce que les résultats sont là. Nous sommes les pays de l'Europe dont la croissance est la plus grande. On est les pays de l'Europe qui est en train de créer plus d'emplois en ce moment et on a prouvé qu'on peut arrêter l'extrême droite, la coalition d'extrême droite et droite. Et c'est ça qui est notre grande force. Et la situation en France, elle vous inquiète pour la zone euro? Parce que la France, avec ses déficits très excessifs... Écoutez, la France est un grand pays qui a des institutions démocratiques et je suis sûr que la France, un pays que je connais très bien et que j'aime beaucoup d'ailleurs, va être capable de surmonter n'importe quelle difficulté et l'Espagne sera à ses côtés pour l'aider. Le gouvernement espagnol vient d'adopter une réforme avec pour objectif de régulariser 900 000 étrangers sans papier d'ici 3 ans. Une politique qui répond à toutes sortes de besoins économiques. L'Espagne espère ainsi compenser le manque de main-d'œuvre et le déficit démographique. Un reportage tout de suite d'Armel Esposito. Accélérer l'obtention des titres de séjour, c'est l'une des mesures phares de la réforme sur l'immigration que vient d'adopter le gouvernement espagnol. Elle devrait permettre de régulariser 300 000 migrants par an au cours des 3 prochaines années. Une politique d'accueil destinée à soulager plusieurs secteurs économiques, comme celui de l'hôtellerie. Comme plus de 60% des restaurateurs espagnols, Fran a du mal à recruter. Parfois, jusqu'à 5 personnes par jour viennent me demander du travail. Et elles sont très compétentes. J'ai besoin de personnel, mais elles n'ont pas de papier et ne peuvent pas travailler. J'espère que cette réforme va équilibrer l'offre et la demande et que tout ira mieux. Pour la ministre à l'origine de cette réforme, ce texte garantira aussi de meilleurs droits aux migrants. Nous sommes conscients de l'importance des liens familiaux et nous avons pour cela assoupli le regroupement familial. Nous avons de la mémoire. L'Espagne, il y a des décennies, a été un pays d'émigrés. Aujourd'hui, c'est un pays d'opportunités. Depuis janvier dernier, plus de 56 000 personnes sont entrées illégalement dans le pays, soit 13% de plus que l'an dernier. L'Espagne se singularise en Europe sur la question migratoire. Après le renversement de Bachar el-Assad, l'Autriche a annoncé l'expulsion de réfugiés syriens, l'Allemagne le gel de la procédure d'asile pour les Syriens, suivi par une dizaine d'autres pays. Alors, José Manuel Alvarez, vous êtes un peu à contre-courant de l'Union européenne sur ces questions migratoires. Écoutez, on connaît très très bien les phénomènes migratoires, puisqu'on est les seuls pays en Europe qui ont partie de son territoire en Afrique et qui on est ce qu'on appelle dans le jargon de Bruxelles un état de première entrée. On est juste là avec l'Afrique qui sont nos voisins. L'Afrique est le continent du futur et c'est pour ça que nous avons fait ces stratégies. Et concernant la migration, nous voulons une migration maîtrisée, sûre, ordonnée, avec nos frontières bien contrôlées. Mais en même temps, on veut aussi une migration humaine qui respecte les droits de l'homme. Et on ne veut pas des mensonges aux citoyens et on ne veut pas des amalgames. L'immigration irrégulière est un tout petit pourcentage de tous les mouvements migratoires. La plupart des mouvements migratoires en Espagne, en Europe et dans le monde se font de façon régulière. Et ça fait des années que nous travaillons avec nos partenaires et nous avons des partenaires vraiment des choix. Le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, dans l'Afrique occidentale, sur 3 piliers. Un dialogue politique à très haut niveau. Une forte politique de développement pour ces pays pour pouvoir proposer sur place à la jeunesse africaine qui ne fait que s'accroître
des formations et des postes de travail sur place sans devoir se déplacer. On a multiplié par 3 notre coopération au développement avec l'Afrique occidentale et finalement une lutte très efficace contre les mafias qui trafiquent avec des êtres humains. Il ne faut pas oublier que la meilleure façon de décourager l'immigration irrégulière, c'est de proposer des filières d'immigration légale. Et il ne faut pas mentir aux citoyens. Les problèmes qui sont conjoncturels ont une solution. Les problèmes qui sont structurels se gèrent. Et tant que la frontière entre l'Afrique et l'Europe est la frontière la plus inégale de la planète, peu importe quelle donnée on prend, il aura cette migration. Par conséquent, il faut la gérer. Et celui qui dit qu'il y a la solution magique est en train de mentir aux citoyens. José Manuel Alvarez, vous êtes le chef de la diplomatie espagnole. La chute de Bachar el-Assad vous réjouit sûrement. Mais est-ce que l'Europe y a suffisamment contribué? Est-ce qu'on n'a pas fermé les yeux pendant 10 ans sur ses exactions envers son peuple? Écoutez, c'est toujours une bonne nouvelle quand on voit qu'une dictature tombe. L'Espagne a souffert d'une dictature pendant 40 ans. On est très très bien placé pour le savoir. Il faut vraiment regarder sur leur première action les nouveaux gouvernements de facto, qu'est-ce qui va se passer. Et il faut agir sur 3 plans. Tout d'abord, ce mouvement qui pour le moment est un mouvement militaire, même s'il n'y a pas vraiment de combats, se transforme très vite dans un mouvement politique. Tout ce qui doit se passer en Syrie doit être pacifique. Deuxièmement, nous devons nous assurer que le futur de la Syrie sera un futur pluriel. Comme est la société syrienne, qui est plurielle avec différentes religions, différents peuples, ils doivent tous être accueillis dans la future Syrie. Et finalement, nous devons garantir l'intégrité territoriale de la Syrie. Il ne doit pas y avoir des parties de la Syrie qui restent entre les mains des différents groupes. Il faut que la Syrie devienne une source de stabilité pour le Moyen-Orient et pas d'une instabilité qui a déjà le Moyen-Orient assez. Voilà, sur le chapitre du Moyen-Orient, d'ailleurs, la position de l'Espagne est aussi très particulière. Les relations avec Israël se sont beaucoup dégradées en mai dernier, lorsque vous-même l'Espagne, l'Irlande et la Norvège avaient reconnu l'État palestinien sur initiative d'ailleurs de Madrid, qui a appelé d'ailleurs à ne plus livrer d'armes à Israël. Benjamin Netanyahou a été inculpé par la Cour pénale internationale. La France estime qu'il jouait d'une certaine immunité. Et vous ? Écoutez, notre position est la position partagée de la plupart de la communauté internationale. Nous sommes 145 pays à avoir reconnu l'État de Palestine. 11 pays de l'Europe à la liste que vous indiquez, c'est ajouté aussi l'Eslovénie. On l'a fait par justice envers les peuples palestiniens qui ne doivent pas être condamnés à être éternellement un peuple de réfugiés, et aussi en pensant à la sécurité d'Israël. Seulement un État palestinien vivant en voisinage avec l'État d'Israël peut garantir mutuellement prospérité et sécurité à tous les deux. L'Espagne est un pays fondateur de la Cour pénale internationale, un des pays qui a rédigé le statut de Rome, et nous, évidemment, nous suivrons toutes les obligations que cet statut nous impose. Une guerre plus proche de nous encore du côté de l'Ukraine. La grande crainte, c'est évidemment le fameux plan de paix express de Donald Trump pour, sur le plan militaire, peut-être se désengager, en tout cas moins contribuer à l'OTAN. Les 27 s'étaient donné d'ailleurs pour objectif 2% du PIB investi dans la défense. En Espagne, c'est 1,3%. Est-ce que vous comptez le rattraper ? Évidemment, on a dit qu'on sera en 2029 dans les 2%, et année après année, on chemine vers cet objectif politique. Il ne faut pas seulement voir les financements, il faut aussi voir les déploiements de forces et les capacités. L'Espagne dépense plus de 20% de son budget militaire dans les grands équipements, qui est aussi un engagement à l'intérieur de l'OTAN. Et nos forces sont aujourd'hui déployées dans les pays baltiques, en Roumanie, en Slovaquie. Ils sont dans la mer Noire. Nous sommes aussi présents en Irak et dans d'autres scénarios sous les drapeaux de l'OTAN. Ce qui est en train de se jouer en Ukraine, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, qui est déjà énorme. Mais au-delà, c'est aussi les principes les plus fondamentaux de la Charte des Nations Unies. L'égalité souveraine des États,
les refus de la guerre comme façon de résoudre les différends entre les États. L'Europe est une construction de paix pour la paix. Tout ça est en jeu. Si la Russie gagne cette guerre d'agression, les mondes de l'Europe seront moins sûrs demain. Et concernant les futurs en paix, je suis sûr qu'un jour la paix reviendra en Ukraine. Seule l'Ukraine peut vraiment parler dans son nom de qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la paix, pour une possible négociation. Si un jour cette idée est sur la table, aujourd'hui elle ne l'est pas. Et deuxièmement, l'Europe a beaucoup aidé l'Ukraine. Rien sur l'Ukraine sans Ukraine et sans la voix de l'Union européenne. Alors, des élections, il n'empêche, faussées par la propagande russe en Roumanie, avec annulation d'ailleurs des élections présidentielles, et puis en Géorgie, avec des manifestations non-stop. Est-ce que l'Union européenne se donne les moyens de défendre les démocraties? Écoutez, les plus gros dangers, et je les crois fermement, de nos démocraties aujourd'hui, c'est la désinformation. Les réseaux sociaux, les journaux digitaux, n'importe qui peut écrire n'importe quoi, les fake news, la désinformation qui pullule tous les jours et qui arrive à tous nos citoyens sans aucun filtre, est les vrais dangers de nos démocraties. Toute cette désinformation, elle est là pour diviser nos citoyens, pour diviser nos sociétés et diviser nos démocraties. On voit en Géorgie, on voit en Roumanie, toutes ces allégations. Nous suivons de très près les deux situations. Nous souhaitons que la Géorgie revienne sur le chemin européen vers l'Europe où nous l'attendons un jour. Et la Roumanie, qui est un pays latin, un pays ami de l'Espagne, un pays essentiel pour l'Union européenne, évidemment, nous sommes très solidaires du peuple roumain. Seuls les Roumains doivent décider sur leur futur et nous devons tous empêcher les ingérences dans les élections à l'intérieur de l'Union européenne. José Manuel Albarès, merci à vous d'avoir été en notre compagnie sur France 24 et Radio France Internationale. Vous restez bien entendu sur nos antennes, l'actualité continue.